Alors, mes disciples, comme vous avez vu depuis certains temps, j'ai arrêté l'offensif. On passe plutôt sur du défensif parce que bah, j'en avais marre de faire un peu tout le temps la même chose. Et des fois, il faut varier les plaisirs. Donc, je me suis dit, je vais continuer l'analyse forensique 3.0, terminer le module. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y a plein de notions qu'on n'avait pas vues ensemble. Donc, je me suis dit, on va faire des machines qui vont explorer au plus profond le principe bah, des processus et comment fonctionne concrètement Windows, en fait, hein. Parce qu'on l'utilise tous au quotidien, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous le temps ou la curiosité d'aller creuser et de comprendre un petit peu le fonctionnement normal de Windows. Donc ça, on va revoir bah, les fondamentaux qui vont nous permettre de détecter, et ça vous servira tous les jours, ben, des processus malicieux qui tournent sur votre point de terminaison, votre endpoint. Et c'est quoi le endpoint? Concrètement, bah, c'est votre machine. Et donc, comme ça, vous aurez l'œil, vous serez paré, vous serez armé intellectuellement pour détecter tous les fils de pute qui voudront rentrer sur votre machine. Alors, parce que c'est bien, je vous apprends à hacker. Enfin, je vous apprends, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot. Je vous apprends rien. On fait que revoir les choses ensemble. Mais c'est bien aussi de savoir se défendre. Comme je vous ai dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Comme on dit en latin, si vis pacem, parabellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, on va voir ce petit exercice qui va nous faire revoir, c'est le cas de le dire, tout ça. Donc là, il n'a pas envie de me connecter. Il a décidé de me faire chier. Ok, ok. T'es vraiment bien, toi. Donc je vais essayer de me reconnecter 2 secondes. Excusez-moi. Donc dans cette salle, nous explorerons les processus de base au sein d'un système Windows. Cette salle vise à vous aider à connaître et à comprendre ce qu'est un comportement normal dans un système d'exploitation Windows. Alors attention, avec Windows, un comportement normal, euh, ouais, c'est pas le système d'exploitation le plus buggé de la Terre, mais bon. Bref, là je fais de la politique. Excusez-moi. Donc, sérieusement, ces connaissances de base vous aideront à identifier les processus malveillants au cours d'exécution sur votre point de terminaison, comme ils disent. Donc, Windows, tout le monde le connaît, hein, c'est utilisé par tout le monde, que les gens le veuillent ou non, c'est un des systèmes d'exploitation les plus utilisés sur des machines clientes. À l'inverse, quand on s'intéresse au monde des centres de données, des serveurs, et ben là, les Windows serveurs ne sont pas majoritaires. Et loin de là, on aura beaucoup de Red Hat, beaucoup d'Unix, beaucoup de Linux, heureusement. Et donc la majorité de ces utilisateurs ne comprennent pas parfaitement bah, ces interfonctionnements, comme ils disent. Vous avez compris. Les utilisateurs sont simplement satisfaits que cela fonctionne. Tout ce qui est complexe, c'est que comme dans une voiture, ça démarre, vous pouvez conduire d'un point A à un point B, et ben c'est pareil. En ce qui concerne les ordinateurs, les gens ne se prennent pas trop la tête, ils veulent pas trop comprendre, alors que ils devraient. Mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc s'ils peuvent surfer sur le web, lire, répondre aux emails, faire des achats, écouter de la musique, regarder des films, jouer à des jeux vidéo, alors tout va bien. Donc il aura fallu beaucoup de temps aux utilisateurs pour saisir pleinement le besoin des programmes antivirus. Ce n'est que lorsque l'une de leurs fonctions informatiques quotidiennes de base a été perturbée que l'antivirus a eu de l'importance. L'antivirus suffisait, disons, il y a 5-7 ans, estimation approximative, mais on voit que les technologies évoluent, les malwares et les virus également. Donc le temps change tout. On se rend compte qu'aujourd'hui, un antivirus, ça ne suffit plus. Il a du mal à suivre le rythme et parfois il peut être dépassé, hein. Donc l'antivirus actuel n'est qu'une solution au sein de l'approche défensive en couche. De nouveaux outils de sécurité tels que les EDR, Endpoint Detection and Response, ont été créés car un antivirus ne peut pas attraper, catcher tous les binaires et les processus malveillants au cours de l'exécution sur le endpoint. Mais devinez quoi, même avec ces nouveaux outils, ce n'est pas toujours efficace à 100%. Les attaquants peuvent contourner les défenses en cours d'exécution sur le point de terminaison, le point final. C'est là que nous intervenons. Que vous soyez un analyste de sécurité, un analyste SOC,
Un ingénieur de détection, un chasseur de menaces, un bug bounty, quoi. Eh ben, si l'un des outils nous alerte d'un binaire ou d'un processus suspect, nous devons enquêter et décider d'un cours de action, oui, de mettre en place une action pour solutionner le problème. On va dire ça en bon français. Sachant quel comportement normal avec les systèmes que nous devons sachant quel comportement normal, ouais, en connaissant le comportement normal des systèmes que nous devons défendre, pardon, un système Windows, nous pouvons en déduire si le binaire ou le processus est bénin ou mauvais. Donc on va utiliser la machine virtuelle. Là j'utilise le RDP direct dans le navigateur et on va voir ensemble comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe en double écran. Est-ce que je le mets là? J'ai même plus la barre pour le passer en plein écran. C'est génial. Bon, écoutez, si ça vous dérange pas, on va faire comme ça. On va faire, euh, on va faire comme ça. Donc le gestionnaire de tâches, on le connaît tous. Donc ouais, pourquoi je vous disais que faut apprendre la technologie, il faut apprendre les outils technologiques et techniques qui vous entourent, parce que sinon vous êtes esclave. Vous êtes esclave de la technologie. Et vous savez très bien que à partir du moment où vous ne comprenez pas la technologie, c'est la technologie qui vous comprend et qui vous baisse, qui vous espionne à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre. Donc le principe du hacking, c'est comprendre pour pas se faire baiser en retour. Donc tout l'intérêt de bien connaître son système d'exploitation pour que c'est vous qui lui donniez des ordres et que ça s'appelle lui qui fasse des choses dans votre dos sans que vous le sachiez ou que vous l'appreniez. Encore pire. D'où l'intérêt ouais, de creuser, même si franchement c'est pas trop sexy, il faut aimer l'informatique, il faut aimer la cybersécurité. Je le conçois bien, c'est pas aussi sexy qu'une jolie fille en maillot de bain sur le bord de la plage. Mais comme on est confiné et que pour l'instant la plage on peut pas y aller, eh ben on va voir et revoir un petit peu Windows en attendant les belles filles bronzées en maillot sur le bord de la plage cet été. Enfin, si on est déconfiné. Enfin, s'il y a plus cette histoire de virus. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc reprenons. Le gestionnaire de tâches est un utilisateur Windows intégré basé sur l'interface graphique. L'interface graphique, c'est la GUI qui permet aux utilisateurs de voir ce qui est en cours d'exécution sur le système Windows. Il fournit également des informations sur l'utilisation des ressources, telles que la quantité de CPU et de mémoire utilisée par chaque processus. Lorsqu'un programme ne répond pas, le gestionnaire de tâches est utilisé pour tuer il est le processus. Bon, je pense que tout le monde connaît le Task Manager, ok? Si vous n'êtes pas familier avec le gestionnaire de tâches, nous passerons par un bref aperçu. On va faire très vite. Pour ouvrir le gestionnaire de tâches, vous cliquez avec le bouton droit sur la barre de tâches. Lorsque la nouvelle fenêtre apparaît, sélectionnez Task Manager. Donc on va faire comme ça et on va aller dans Task Manager. Beaucoup plus simple, vous faites CTRL, SHIFT, échappe. Et ça va ouvrir directement votre Task Manager. Je ne peux pas le faire puisque là je suis en RDP. Donc on arrive là-dessus, ça c'est la vue pour les newbies. Nous, tout de suite on clique sur More Détails, ok? Parce qu'on veut tous les détails. Donc comment ça se passe? Vous vous connaissez parfaitement, vous vous en servez tous les jours pour tuer les applications qui vont pas, pour regarder si votre CPU ou votre mémoire n'est pas saturée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, on peut euh, modifier, faire un expand all, par exemple. Voilà, ça va tout nous ouvrir et on aura déjà beaucoup plus de détails. Donc pour l'instant, on va rester dans la vue processus, process en anglais, et on voit bien que donc au départ, on a des colonnes au niveau très minime qu'on va pouvoir naturellement, on va pouvoir en ajouter pour avoir de plus amples informations. Si je fais clic droit, je sais même plus où c'est, excusez-moi, je suis fatigué. Voilà, clic droit là, et là on va avoir par exemple les PID qui peuvent nous servir. Qu'est-ce qu'on peut avoir ce qui se passe en ligne de commande, j'aime bien l'afficher. Et là on va voir directement, ça va nous parler beaucoup plus. Et on va voir s'il y a des processus bizarres ou pas. Donc tout ça, franchement, je vous en pour rien, je pense que vous connaissez. On va voir quand même quelques principes de base et
revoir un petit peu les différentes fonctions. Donc on a le type. Le type, je ne l'ai pas affiché, vous voyez très bien. Voilà, je vais l'afficher là. Donc le type. Chaque processus appartient à trois catégories. La couche applicative, les processus d'arrière-plan, ce qu'on appelle tout ce qui tourne en background, en résident, et les processus Windows. Donc essentiellement, ce sont des services ou pas. Ensuite, l'éditeur. Considérez cette colonne comme le nom de l'auteur du programme du fichier. Ensuite, les PID. C'est un peu comme sous Linux. Chaque programme a un numéro d'identification du processus qu'on appelle un PID. Windows attribue un identifiant de processus unique à chaque démarrage d'un programme. Même si le programme a plusieurs processus en cours d'exécution, chacun aura son propre identificateur de processus unique. Ensuite, on a le nom du processus. Il s'agit du nom de fichier du processus. Dans l'image ci-dessus, le nom de fichier du gestionnaire de tâches est Task Manager. En effet, si on va dans exécuter et qu'on tape Task MRG, eh ben, ça va lancer euh, le Task Manager. Ok. Donc là, c'est pareil, je peux vous montrer un truc à la con. Ah ouais, mais je pourrais pas le faire. Non, je vais pas le faire parce que je suis pas sur la machine. J'allais vous donner un exemple bête. Mais si vous terminez un processus qui s'appelle explorer.exe, qui est le gestionnaire de fenêtres, vous savez que vous allez perdre toutes vos fenêtres sur Windows. Et il faudra faire à nouveau le gestionnaire de tâches et relancer explorer.exe pour récupérer votre interface graphique. Donc ça peut être un moyen des fois quand tout simplement l'interface graphique de Windows plante, on arrête explorer.exe et on le relance. Donc ça peut être une solution. Ensuite, on a quoi? La ligne de commande. La ligne de commande complète pour lancer le processus. C'est ici, command line. Ok. Le CPU, la quantité de CPU, puissance de traitement utilisée par le processeur, la mémoire, et vous verrez là, c'est une machine virtuelle, mais maintenant ça affiche même aussi la bande passante, le réseau qui est utilisé, soit en upload, soit en download, soit en téléchargement, soit en téléversement, en bon français, et aussi vos cartes graphiques, soit internes sur votre processeur, soit ce qu'on appelle les iGPU ou les DGPU, ce qu'on appelle Discrete Graphic Unique, c'est-à-dire les cartes graphiques externes, en fait, via votre port PCI Express. Donc tout ça, c'est affiché, ça peut être intéressant, et vraiment, même si on ne fait pas de hacking, il est toujours bon de savoir se balader, aller regarder les processus en mémoire, la mémoire qui est commit, la bande passante, ce qu'on utilise grâce à la partie réseau, l'Ethernet, et voir les programmes qui tournent en mémoire, dans User, voir les différents services qui sont lancés, stoppés. On peut aussi lancer service.msc ou exige, non, MSC, et puis voir les détails aussi également pour récupérer pas mal d'informations qui sont assez utiles. Donc on va passer à détail, c'est exactement ça. Donc cette perspective, euh, c'est une autre vue, c'est un peu comme process, mais présenté différemment en fait. Et on va pouvoir trier par PID, et en fonction du PID, on va avoir différentes informations. Et si jamais on veut faire un kill, on aura besoin du id. Donc, on peut les trier de façon croissante ou pas. Donc là, c'est décroissant. Là, c'est de façon croissante. On peut ajouter des colonnes. Pareil, je peux faire un... Non, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ouais, c'est la colonne. Et là, on voit qu'on a plein d'autres options. Les entrées-sorties, la ligne de commande, euh, voilà, l'utilisation du GPU. Très utile, le power throttling. Si vous voyez qu'il y a des applications qui rament, vous pouvez regarder dans cette partie si jamais votre alimentation, votre plan d'alimentation en fait, quand vous allez dans le gestionnaire d'alimentation, je sais pas si je l'ai là accessible vite fait bien fait, mais ouais, non, je l'ai pas. Donc il faudrait que je fasse une voiture, allumer. Control panel.
Voilà. Donc, quand vous allez dans l'ancien système de configuration, quoi, et que vous allez dans alimentation, Power Options, et ben en fonction de ce que vous aurez mis, donc on va le passer en high performance, et ben si vous êtes en balance ou sur un portable, vous êtes en power saver, vous allez voir que parfois vous avez le power throttling, donc qui va être activé. Et là, c'est très très mauvais pour les grosses applications gourmandes, pour l'édition de vidéo, vous faites du montage vidéo, si vous jouez à des jeux vidéo, il faut vérifier quand vous lancez votre jeu, vous allez vite fait dans le task manager, le gestionnaire de tâches, et vous vérifiez que vous n'avez pas de power throttling. Ok, je sais plus comment ça s'appelle en français. Allez, je suis bien brave, on va le voir. En français, ça s'appelle. Tuc, tuc, tuc. Alors, voilà, limitation de puissance. Il faut absolument que tout soit désactivé. Si c'est activé, eh ben ça veut dire que, en gros, la mémoire, le processeur, surtout le processeur, il y a une partie du processeur qui est réservée au système d'exploitation et il va pas donner toute la puissance. Quand on lance un jeu vidéo ou un traitement gourmand, eh ben on veut avoir toute la puissance du CPU. C'est pour ça que je vous conseille tout le temps, même si vous dépensez un peu plus d'énergie, de configurer votre gestion d'alimentation sur performance maximale. Ok, il est en train de partir en couille le truc. Vas-y, calme-toi, calme-toi. Tu peux reprendre la main. Ok, merci. Donc voilà, je m'égare, mais bon, bon à savoir. Donc, ces deux colonnes peuvent rapidement alerter un analyste sur les deux valeurs aberrantes avec un processus donné. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va regarder nos deux autres. C'est l'image path, donc le chemin de l'image. Il est où, il est où, il est où? Et le command line. Alors, est-ce que c'est, ouais, comme par hasard, c'est pas fait de façon alphabétique, c'est pas trié alphabétiquement. Il est où, il est où, il est où, il est où? Voilà, on a notre command line et notre image path. Voilà. Et donc là, on va récupérer, je vais maximiser, s'il veut bien. La VM, elle a l'air un peu à la ramasse. Voilà. Et donc là, on voit le chemin absolu et on voit les commandes qui sont passées en ligne de commande avec les différents paramètres. Et là, on voit que c'est le processus SVC host, mais on voit qu'il est lancé avec le paramètre "-k, local service networking et "-p, restricted-p. Donc là, on a un maximum d'informations. Donc ça, c'est bien quand on fait une analyse pour savoir qui fait quoi et éventuellement, s'il y a des choses bizarres qui se passent, on pourra prendre le PID et faire un clic droit et essayer de faire un end task ou un end process tree. Alors, quelle est la différence entre les deux? End task, ça va terminer une tâche. Sauf que vous savez, dans Windows, eh ben, vous avez des processus parents et des processus enfants. Je vous montre un exemple là. Le processus parent, c'est Amazon SSM Agent. Ok. Sauf que il y a un tri. Là, j'ai un autre processus en fait dedans, qui est compris là-dedans. Je vais vous montrer un où il y en a plusieurs. En fait. Vous comprenez bien le principe. Voilà. Là, il y en a deux. Donc, si vous faites N task, ça va terminer une tâche, ça va laisser l'autre. Si vous faites N process tree, ça va shooter tous les processus, parents-enfants. Ça termine tout. Donc, le premier truc qu'on fait généralement, c'est on termine la tâche. Et si jamais on n'arrive pas à shooter la tâche là-dedans, dans detail, pardon, eh ben, on voit que le processus ne veut pas se tuer, entre guillemets, et disparaître et on n'arrive pas à terminer le processus, on va faire un end process tree. Là, on est sûr qu'on shoot tous les processus. Le processus parent, bien sûr, ça va faire un end task, et ça va s'occuper aussi de tous les processus enfants qui sont reliés au processus parent. Donc on peut ajouter des colonnes, on peut le bidouiller, bien sûr, mais plus vous aurez de colonnes, plus ça sera illisible. Donc essayez de trouver le bon compromis. Donc le gestionnaire de tâches,
C'est un puissant utilitaire qui est intégré à Windows, mais il manque certaines informations importantes lors d'analyse de processus, telles que les informations de processus parents, comme je vous disais. Ceci est un autre colonne clé lors de l'identification des valeurs aberrantes. De retour à SVHost. Alors, on va essayer de se le trouver. Il est là. Est-ce que je peux avoir les parents et les enfants? Non. Donc si on se base sur cette image, oubliez la partie de droite, on voit que le PID pour service.exe est 632. En effet, c'est celui qui est en bleu. L'un des processus SVO, c'est un PID, lui, de 384. Alors, c'était peut-être un peu plus en haut. Voilà. Bon, en effet, le parent, il a 384. Comment SVO a-t-il démarré avant service.exe? Eh bien, c'est pas le cas. Le gestionnaire de tâches n'affiche pas de vue de processus parent-enfant. C'est là que d'autres utilisateurs, quelques process hackers, process explorer, viennent à la rescousse. Donc, processus hacker, explorateur de processus. Donc, ils sont beaucoup plus détaillés. C'est une version améliorée, en fait, du Task Manager. Ok? Donc, on va se focaliser sur Process Hacker et sur Process Explorer. On va fermer ça et on va aller voir Process Hacker. S'il veut bien se lancer. Voilà. Donc il y a des codes couleurs. Pop, 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 pop. Et donc nous, on parlait de SEC host, voilà. Et là, vous voyez bien l'arborescence, en fait, hein, au niveau de la hiérarchie. On commence par WinInit, qui a initialisé Service Exe, qui a initialisé SVHost, qui lui-même a initialisé d'autres processus enfants. Ok? Tous ces processus enfants sont rattachés au processus parent, qui est SVC host. Donc on parle tout le temps d'asservissement, de hiérarchie. C'est très important ce concept en informatique. Comme au niveau du matériel, on parle de maître et d'esclave, eh ben c'est pareil. Il y a des relations, comme je vous disais en base de données relationnelles, on a des parents, des processus parents et des processus hérités. Donc si on parle d'héritage, l'héritage, on parle entre parents et enfants. Ça, c'est un concept que vous reverrez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? Donc, comme toujours, nous vous encourageons à inspecter, à vous familiariser avec toutes les informations disponibles dans le gestionnaire de tâches. C'est un utilitaire intégré disponible dans tous les Windows, on le sait, et vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez pas amener vos outils de combat et vous fiez uniquement aux outils natifs qui sont présents sur le système. Mis à part le gestionnaire de tâches, il serait mieux, si vous voulez vous familiariser avec l'équivalent en ligne de commande, d'obtenir des informations sur les processus pour d'exécution avec le get process ou PowerShell ou limite WMIC. Donc, on va voir ça tranquillement, rapidement. Voilà. Get process, c'est quoi? C'est euh, c'est un module en fait qui fait partie du PowerShell Management en fait. Et on va voir ça. On va exécuter. Là, il me fait quoi? Je peux avoir du PowerShell, s'il te plaît? Si. Ok. Donc, je vais zoomer un peu quand même. Voilà. Donc, imaginons qu'on veuille se renseigner sur SVC host. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire. Donc, vous vous rappelez, hein, toutes les commandes en PowerShell sont en camel case. Première lettre en majuscule. Ok? Que ça soit des verbes en anglais, ou des nouns, des noms en anglais. Et comment fonctionne
Le PowerShell, il fonctionne avec des verbes et des noms. Donc là, on voit qu'avec un get process, on récupère tout, ce qui tourne en mémoire. C'est un peu l'équivalent, en fait, du gestionnaire de tâches, mais en ligne de commande. Donc, je veux récupérer un SVC host. On va voir, on va se faire un get process. Donc, j'ai pas besoin de préciser l'exé. SVC host. Voilà. Et là, il nous récupère directement tous les processus SVC host qui sont résidents, qui tournent en mémoire. Ensuite, on peut utiliser WMIC. Donc WMIC, vous allez aussi, pareil, l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le Windows Management Instrumentation Command Line. C'est une extension de WMI qui permet d'interroger ce dernier en ligne de commande. Donc on peut obtenir des informations de Windows en ligne de commande ou intégrer ces commandes dans des scripts. Ok. C'est super utile pour les administrateurs, les bidouilleurs, les geeks et les hackers. Donc comment ça fonctionne? Petite introduction. On va pouvoir l'utiliser soit dans du CMD, donc en ligne de commande. Là, je l'utilise dans PowerShell. Ok. Quelle est la différence? PowerShell, c'est tout le temps bleu. Et quand vous êtes en ligne de commande, vous savez que c'est noir. Ok. Alors, vous pouvez utiliser des CLI, de la ligne de commande en PowerShell et utiliser du PowerShell. Par contre, quand vous êtes en ligne de commande et que vous voulez utiliser du PowerShell, il faudra, dans votre ligne de commande, lancer PowerShell en tapant PowerShell. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pour ça que moi, je préfère utiliser PowerShell parce qu'il est capable de lire les deux langages. Donc, grosso modo, on a quoi? On a WMIC, ok? On a ce qu'on appelle des global switches, donc des switches. Maintenant, vous devriez connaître un petit peu ça, hein. Des flags, des switches, des arguments. Ensuite, on a quoi? On a le local avec un truc qui commence par exemple ms underscore quelque chose, par exemple, je sais pas, 409. Ensuite, s'il te plaît. Ensuite, il nous met un alias 409. Ah putain, le clavier numérique marche pas. Ah si. Ensuite, on a un alias. Donc, on verra les alias. Et on peut mettre des options. Et ensuite, le format. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ouh, qu'est-ce que c'est lent. Donc, les alias, il y en a un paquet. Je vous mettrai la liste parce qu'il y en a énormément, énormément, énormément. Mais on en a qui sont plutôt utiles. Par exemple, on a Baseboard qui va nous permettre de récupérer euh, toutes les informations sur la carte mère. Donc ça, pour de la reco, c'est parfait. Pour connaître, donc là, il nous dit qu'il n'y a pas d'instance. Je veux connaître, par exemple, je sais pas, la configuration de démarrage du boot. Je vais faire un wmig sur boot config. Ok? Là, j'ai tout ce qui concerne la configuration de notre ami. Est-ce que je vais récupérer, je sais pas, des informations sur les CD-ROM? Ok, il n'y a pas de CD-ROM disponible. Je veux plus d'informations sur computer system, sur le, le système. Voilà, je vais récupérer des informations. Donc, vous voyez, après, on peut rentrer d'autres paramètres hein, pour formater. Là, vous voyez qu'il vous affiche, il vous donne tout ça. C'est assez dégueulasse. Mais on va pouvoir comme faire des greppes et récupérer des informations pertinentes. Et quand vous attaquez une machine, c'est super utile parce que ça permet de récupérer des informations et savoir éventuellement sur quoi vous tournez. Est-ce que vous êtes sur un environnement sandbox virtualisé ou vous êtes sur une vraie machine physique, etc., etc., etc. Donc il y a plein d'alias qui vont vous permettre de récupérer plein d'informations. On a les alias, je sais pas, DMA channel pour avoir tout ce qui concerne les Direct Memory Access Channel avec les transferts au niveau de la mémoire. Je peux avoir tout ce qui est disque dur. Je vais taper disque drive. Donc vous voyez,
Il y a plein d'alias. Chaque alias vous donne des informations sur une partie précise du système. Il y en a un paquet, je vous les mettrai tous, comment dire, en, en description, ne vous inquiétez pas. Donc, je sais pas, je peux faire, par exemple, si je veux tout ce qui est produit, je vais faire un oui, product, et je peux faire un list. Je demande de lister. Voilà. Là, je sais que je tourne sur une machine hébergée sur le cloud Amazon, et c'est la machine Try Avec Me. Et des fois, j'ai même le SKU number. Donc là, ils les ont pas mis parce que c'est sensible. Mais on voit que c'est de l'Amazon Web Service de 364. On va avoir parfois les numéros de châssis et vous pouvez faire de la reco, de l'OSINT. Et si vous attaquez la machine, vous allez aller chez le fabricant, vous allez vous faire passer pour le client, vous allez rentrer le numéro de châssis avec l'identifiant et vous pourrez récupérer toutes les informations sur la couche applicative, la couche logicielle, tout le hardware qui fait tourner le serveur. Et ça vous permettra de trouver des pistes pour exploiter des portes dérobées sur le système. C'est un exemple. Donc ça, le WMIC, on va l'utiliser énormément. Vous pouvez récupérer plein d'informations. Je vous mets une grosse commande. Vous pouvez taper WMIC OS aussi si vous avez un doute et vous savez pas. Tapez OS, hop, hop, voilà. Et là, il vous dit qu'est-ce que tu veux faire. Donc on peut créer, lister, faire des appels à des paramètres, effacer des trucs. Donc si on a envie de faire des saloperies, et vous voyez qu'on à chaque fois les alias permettent de travailler sur des objets WMI. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça, s'il veut bien, pas me l'apprendre. Non, il veut pas me l'apprendre. Mais par exemple ça, faire un passe, ou une croix de 2. Donc je fatigue. Et là, je lui ai demandé de récupérer la version du BIOS. Et même quand est-ce qu'il a été la release date, quand est-ce qu'il a été fourni. Donc ça, c'est pareil, dans une phase de reconnaissance, ça peut être super utile. Même j'ai fait une faute, euh, totalement dyslexique le mec. Invalide verbe, c'est quoi l'invalide verbe? Pourquoi invalide verbe? J'ai fait mon get, qu'est-ce que tu veux? WMI passe, one de BIOS, ouais, oui, passe. Qu'est-ce que tu veux pas? Invalide verbe. Tu veux pas faire un get. Ok, bon bah écoutez, là ça passe pas, je sais pas ce qui se passe. Donc on peut s'en servir aussi pour trouver des fichiers sur la machine, ça peut être super utile. Qu'est-ce que je peux lui demander par exemple? Tu vas me demander tous les fichiers CSV par exemple, ok? Donc on va faire un link, on veut liste, une startup list, pardon, complète, et tu vas me sortir tous les formats en CSV, ok? Voilà. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez avoir une liste encore plus conséquente. Qu'est-ce qu'on peut demander? Tous les formats que vous voulez. On peut demander, je sais pas, du H-form, voilà. Donc ça permet de faire de la reconnaissance très rapidement et récupérer des fichiers quand vous devez exfiltrer des informations et vous cherchez
tel type de fichier. Je vais essayer de récupérer des PDF, essayer de récupérer des XLS, des CSV, des fichiers Word. Et je sais que là-dedans, j'aurai peut-être des informations juteuses sur mon client. Et ça me permettra d'aller requêter directement en ligne de commande, en fait, pour pouvoir ensuite exfiltrer les informations. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut euh, gérer des utilisateurs. On va faire par exemple un user account. Voilà, là j'ai tous les comptes utilisateurs sur la machine. Je peux demander une liste complète, liste full. Ok, là j'aurai les comptes. Donc là c'est super intéressant. Vous savez très bien quand on fait notre escalade de privilèges, on va voir et on a des informations assez juteuses. Savoir si le compte est bloqué ou pas, quand est-ce qu'il a été créé, s'il est désactivé ou pas, s'il a un mot de passe qui expire ou pas, est-ce que le mot de passe est complexe, est-ce qu'il est requis. Et ça, pendant une phase de reconnaissance, ça va être super utile. Je vois que le 512, il n'y a pas de mot de passe qui est requis. Est-ce que je peux pas usurper l'identité de ce compte et voir un petit peu quel droit il me donne pour ensuite rebondir sur le système, pivoter et faire une escalade de privilèges éventuellement plus tard. Donc ça, c'est super utile et vous pouvez renommer par exemple des noms d'utilisateurs. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux vous donner? Là, il s'appelle quoi? Ils les ont pas remplis. Mais il y a une commande, je peux faire un Vic user account where name est égal à entre simple code, par exemple Toto le hacker, espace, je vais faire un rename et je vais appeler Toto le hacker. Ça va remplacer Toto le hacker 1, 2, 3 par Toto le hacker. Un exemple, hein, comme ça, bidon, que je vous donne. Ça permet également aussi bah, de débloquer des comptes. Et ça, c'est super utile. Si jamais on a les droits, on va pouvoir, par exemple, faire un net user Toto le hacker. Ok, password en majuscule. Je vais mettre add. Ok. Ceci est une modification. Je mets un commentaire. Ok. Et bah, je vais changer son mot de passe en fait. Et bah, mettre ce que vous voulez en fait, hein. Donc vous voyez, je peux mettre enfin password change. Yes ou no. C'est vous qui voyez, donc vous pouvez mettre plein d'informations et vous pouvez renommer en masse soit des comptes, soit changer des mots de passe sur plusieurs utilisateurs en même temps. Ok? Bon, ça c'est tout ce qui est géré avec NetUser et avec WMS. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut récupérer des processus, enfin la liste est longue, hein, vraiment. On peut lister bien sûr tous les services via la commande service list full et on va piper, faire la commande mort et là on va avoir voilà plein de trucs ou les processus qui tournent en même temps avec les services, pardon, pas les processus et beaucoup de détails sur les services à chaque fois. Donc pareil, si quand vous faites de l'administration système, enfin tout ça vous l'utilisez souvent, en fait. Ok. Donc ça c'est bon, je veux pas continuer, sinon il y a tellement à dire, il y a tellement à faire sur sur WMIC, mais il y en a un qui est bon à prendre aussi, c'est Computer System, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et on va faire un list full. Et là vous allez voir le paramétrage de la bécane. Vous pouvez récupérer beaucoup d'informations sur la machine et savoir comment elle est paramétrée, la zone horaire, le datetime, le serveur temps, au niveau de l'alimentation, etc., etc., etc. Voir combien il y a de mémoire dessus, quel rôle elle a. Là, on voit que c'est une workstation, etc., etc. Donc, à vous de creuser. WMIC, super utile.
vous pourrez faire plein de choses. Vous pourrez installer une application, la désinstaller. C'est vraiment très très complet. Ça, en gros, ça vous permet d'interroger tous les éléments du système et parfois de les manipuler. Donc WMC est vraiment très pratique pour obtenir des informations précises en ligne de commande ou dans un script. Ok. Donc ça c'était la première partie. Je sais pas si c'est très long ou pas. Je sais pas si je vous fais une vidéo, je vous la scinde parce que ouais, je vais essayer de tartiner et puis parce que là j'ai beaucoup blablaté, histoire que la vidéo fasse pas 2 heures. On va avancer tranquille. Je vais boire un petit peu de café, ça va me réveiller. Donc passons à la partie système si vous le voulez bien. Et on va voir donc système. Donc c'est le premier processus Windows de la liste. Il a été mentionné dans une section précédente qu'un PID pour un processus donné est attribué au hasard. Mais ce n'est pas le cas pour le processus système. Le processus système, c'est le numéro 4. Pourquoi? Parce que c'est un des processus les plus critiques. Parce que il communique en fait avec le noyau, avec le kernel de Windows. Donc, que fait exactement ce processus? Le processus système ID de processus 4 est le siège d'un type spécial de thread qui ne s'exécute qu'en mode noyau. Donc ça, c'est, vous vous rappelez, il y a le userland et il y a le kernel land. Là, on est en train de faire la jonction avec le kernel land. Les thread system ont tous des attributs et des contextes de thread en mode utilisateur standard, userland, comme un matériel contexte, priorité, etc., etc., mais sont différents en ce sens qu'ils ne s'exécutent qu'en mode noyau. Donc, ils ont des interactions avec le noyau. Qui dit noyau dit interaction de bas niveau. Ok. Euh, donc, le code d'exécution chargé dans le système, dans l'espace système, pardon, le user space, dans le system space, pardon, que ce soit donc avec ce fameux driver qu'on pourra usurper plus tard, le NTO SKRNL, qui est très très sensible, ou dans tout autre pilotes de périphériques chargés, qui ont un espace d'adresse de processus utilisateur et doivent donc allouer tout stockage dynamique à partir d'états de mémoire du système d'exploitation, comme un pool paginé ou non paginé. Donc pour rappel, vous rappelez, il y a la mémoire paginée et la mémoire non paginée. Ça, on peut le voir directement là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a la committed, on a la cache, on a la page et la non-page. Voilà. Mémoire non paginée, on est à 45 MO. Paginée, 98 MO. Celle qui est utilisée, qui est compressée, et la committed. Et parfois, vous avez même la VRAM de votre carte graphique qui est ajoutée à la mémoire. Vous savez que les drivers, ils font la liaison en fait entre le haut niveau d'abstraction du système d'exploitation, le userland, et le kernel LAN, le bas niveau. Les drivers communiquent en bas niveau et permettent au haut niveau, aux couches applicatives, de fonctionner, de faire des appels à des interfaces de programmation, des API, et ça permet de faire fonctionner votre ordinateur, de lancer du multimédia, des jeux vidéo, etc., etc. Donc, qu'est-ce que le mode utilisateur, le mode noyau? Donc, dans vos têtes, userland, kernelland. Eh ben, je vous mettrai le lien ici pour bien comprendre ce que c'est. On va voir, est-ce que c'est long ou pas? Ouais, c'est... Allez, on va le passer en français, on va le faire vite fait. Parce que ça, c'est vraiment important. Vas-y, tu me le traduis. Donc, un processeur dans un ordinateur qui exécute Windows a deux modes différents. C'est pareil pour Linux. Le mode utilisateur et le mode noyau. Kernel land et user land. Le processus bascule entre les deux modes en fonction du type de code exécuté sur le processeur. Les applications s'exécutent en mode utilisateur et les principaux composants du système d'exploitation s'exécutent en mode noyau. Alors que de nombreux pilotes fonctionnent en mode noyau, certains pilotes peuvent s'exécuter en mode utilisateur. Ouais, ok, ça marche. Ouais, ok. Ouais, ouais, d'accord. Allez, je t'embrasse. Donc, lorsque vous démarrez une application en mode utilisateur, Windows crée un processus pour l'application, ce qui est normal, c'est le fonctionnement classique.
Le processus fournit à l'application un espace d'adressage virtuel privé et une table de descripteurs privés. Donc pour que l'application puisse fonctionner, elle a besoin de processus et on a besoin que, on lui attribue en fait, comment dire, un espace mémoire en fait, hein. C'est ce qu'on appelle plus communément un espace d'adressage virtuel. Ok? Donc c'est comme des cases. La RAM en fait, hein, votre RAM, Random Access Memory, votre mémoire vive, est allouée au système. Et c'est comme des cases avec des tiroirs. Et on va venir piocher dans ces espaces, dans ces cases, ces tiroirs, pour stocker des données qui vont permettre à vos applications de fonctionner. Étant donné que l'espace d'adressage virtuel d'une application est privé, une application ne peut pas modifier les données appartenant à une autre application. Donc ça, c'est la théorie. Dans les faits, si l'application est buggée ou si c'est malicieux, il y a un virus, elle va chercher à communiquer, alors qu'en théorie, c'est impossible, avec une autre application. Et vous savez très bien que si une application gère des données sensibles, elle pourra espionner une autre application. Chaque application s'exécute de manière isolée. Ça, encore une fois, c'est la théorie. Dans les faits, c'est bien plus compliqué que ça. Et si une application se bloque, le plantage est limité à cette seule application. Heureusement. Sinon, vous savez que ça ferait planter l'ensemble du système d'exploitation. Après, vous savez qu'avec les drivers, des fois, si vous avez des drivers buggés, ça va vous faire un BSOD, un Blue Screen of Death, un écran bleu de la mort. Qui n'a pas connu ça sous Windows? Et donc, vous savez que, pourquoi? Parce que le driver, lui, communique en bas niveau avec le kernel, très souvent. Et donc, s'il crache, il crache le système d'exploitation. Par contre, si une couche applicative crache, ça sera sa seule case mémoire qui crachera, son espace d'adressage virtuel et sa table de descripteur privé. Du coup, ça fait pas cracher les autres applications. En théorie, encore une fois. Donc en plus d'être privé, donc c'est ce qu'on appelle la compartimentation, ok? On va compartimenter l'adressage virtuel pour que on puisse pas espionner les processus qui n'appartiennent pas à l'application. Donc en mode utilisateur, vous êtes limité. À l'inverse, quand vous êtes en bas niveau, quand vous êtes dans le kernel, vous avez tous les droits. Donc c'est plus compliqué que ça, il y a des rings, il y a le ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, ring 6, et on a le ring 0, le plus bas niveau. Là, carrément, si vous accédez au ring 0, vous êtes le dieu dans la machine. La limitation de l'espace d'adressage virtuel d'une application en mode utilisateur empêche l'application d'altérer, voire d'endommager des données critiques du système d'exploitation. Un processeur, lui, fonctionne en mode utilisateur et ne peut pas accéder aux adresses virtuelles réservées au système d'exploitation. Tout le code qui s'exécute en mode noyau partage un seul espace d'adressage virtuel. Cela signifie qu'un pilote en mode noyau n'est pas isolé des autres pilotes et du système d'exploitation lui-même. Si un pilote en mode noyau écrit accidentellement à la mauvaise adresse virtuelle, les données appartenant au système d'exploitation ou à un autre pilote peuvent être compromises. C'est comme ça qu'on va faire des buffer overflow et qu'on va pirater la machine. C'est pour ça que les portes dérobées au niveau du hardware sont beaucoup plus efficaces puisqu'elles communiquent en bas niveau, contrairement à des portes dérobées que nous on fait de façon logicielle. C'est pour ça que les agences de renseignement privilégient des portes dérobées directement sur le matériel, puisque vous communiquerez en bas niveau. Qui dit bas niveau dit bas niveau d'abstraction, accès directement open bar ou à la couche d'abstraction hardware. Et hardware, ça veut dire, comme vous le voyez, le kernel mode, c'est le monde souterrain. Ok? Vous avez accès à tous les drivers, vous avez toutes les routines, vous avez le cœur, le kernel, c'est le cœur du système d'exploitation, les file systems avec leurs drivers, et on communique directement avec le hardware en très bas niveau d'abstraction. Nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est la partie visible, c'est la partie qui est émergée, c'est pas la partie immergée. Donc c'est le user mode, et le user mode, c'est les drivers qu'on installe tous les jours. Quand on met à jour notre carte graphique, par exemple, c'est les API qu'utilisent tous vos programmes, qu'utilise aussi le système d'exploitation pour pouvoir faire communiquer les drivers, la couche applicative, et on a nos applications qu'on utilise au quotidien sans se poser de questions. Mais vous voyez que ce sont plein de différentes composantes qui font
fonctionner tout ça. Donc là, on voit la communication entre les composants en mode utilisateur, la partie émergée, et le mode noyau, la partie immergée. Ok. Donc ça, c'est super intéressant, aller voir aussi les espaces d'adresse virtuelle, etc., etc., hein. Vraiment, les poules de pilote et tout ça, c'est très compliqué, mais ça vous permettra d'avoir une vision objective sur Windows et sur son fonctionnement. Et ça prend du temps, ça prend des années même pour connaître tout ça par cœur. C'est extrêmement technique et complexe, hein. Je prétends pas vous apprendre ça en quelques minutes, voire même en 1 heure. C'est impossible. C'est à vous de faire votre travail et d'apprendre, d'acquérir les compétences, les informations et de régurgiter tout ça. Donc, quel est le comportement normal d'un processus? Donc là, on va réouvrir Process Explorer et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on était dans Process Hacker. On va prendre maintenant Process Explorer. Donc version 64 bits. Si vous êtes en 64 bits, voilà. Et là, on va se focaliser sur quoi? Sur système. Ok. Donc on a notre système avec les propriétés. On voit qu'on a différentes choses, l'image, les performances, graphes, tout ce qui utilise le disque, une chaîne de caractères, environnement, sécurité, toute la pile TCP, les threads, donc la répartition du code au niveau de vos CPU avec les TID, les espaces d'adressage, les adresses de démarrage, etc., etc., etc. Donc nous, on voit que le processus est lancé par NT Authority System. C'est pour ça que il faut surtout pas qu'un hacker arrive à corrompre le système, parce que là, dans ce cas-là, il est le roi du pétrole. Ok. Et donc on est en high entropy. Donc l'entropie, allez voir un petit peu ce que c'est vraiment important. Ça permet de faire de l'aléatoire, et de l'entropie, c'est une constante, enfin une constante, une variable, on va dire, qui est très importante en cryptographie, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la SLR. La SLR, ça permet de faire de l'aléatoire au niveau de l'adressage de l'espace mémoire. Comme ça, si jamais il y a une attaque de buffer overflow, eh ben, on ne sait pas exactement où est adressée la mémoire. Donc, ça réduit considérablement les attaques de buffer overflow, puisqu'il faudra connaître l'adressage, et comme l'adressage est dynamique, ça rend pas la tâche impossible, ça la complexifie énormément. Donc, on a toutes ces informations, chemin de l'image, processus parent, nombre d'instances, compte utilisateur, système local, heure de début, etc., etc. Les informations sont légèrement différentes si nous visualisons les propriétés du système à l'aide de process hacker. Mais bon, vous retrouverez tout le temps les mêmes choses, puisque c'est partout pareil. Donc on a le chemin de l'image, le processus parent, et on voit que le processus est, comment dire, légitimé, il est autorisé. On voit bien que c'est du NT système, et ça fait partie des administrateurs, et on voit que c'est un processus légitime. Ok. Et si vous faites un kill, vous craquez votre système. Et je crois qu'il vous bloque. Il vous autorise pas à le faire. Donc quel est le PID, quel PID le système doit toujours être? C'est toujours le 4. Ok. Donc je vais m'arrêter là. Je continuerai, je ferai plusieurs parties parce que sinon ça va durer des heures. Je vais essayer de killer le process. Voilà, il vous bloque, vous voyez bien. Parce que c'est un système critique. Si vous stoppez le système d'exploitation se crache directement, de toute façon. Donc, voilà, ça a été, j'ai beaucoup blablaté, mais c'est vraiment pour qu'on soit à l'aise déjà avec ces 3 outils, le gestionnaire de tâches, apprendre Process Hack et Process Monitor, parce que vous allez l'utiliser souvent, 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 soit pour faire du troubleshooting, pour régler les problèmes d'administration sur vos machines, que ce soit des clients ou des serveurs, et en blue teaming pour faire des analyses lors d'une cyberattaque. On se servira souvent de ces outils pour comprendre qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, qui sont les processus qui sont chargés en mémoire, et j'en passe, et des meilleurs. Ok.
On verra par la suite SMSS, CS, RS, RSS, WinInit, les services avec SVC Host, et ensuite la partie, je crois qu'il y en a une dernière. Ouais, LSA, c'est très important. WinLogon que vous devez connaître. Et Explorer.exe qui tout simplement affiche les fenêtres. Il n'y aurait pas de Windows même, sans Explorer.exe. Windows fonctionne grâce à Explorer.exe. Un exemple, je vous le montre avant que je parte. On va essayer de trouver Explorer. Il est où? On va passer dans le détail, plus d'informations. Alors, si je trie par nom, il est mon Explorer.exe. Je le termine. Voilà, il n'y a plus de Windows. Windows sans Windows. Pourquoi? Parce que c'est le processus Explorer qui fait fonctionner l'interface graphique de Windows, tout simplement. Et si j'ai plus Explorer.exe, je n'ai plus rien. Si je relance Explorer.exe, je récupère mon interface graphique. C'est aussi simple que ça. Ok? Eh ben, je vous dis à très bientôt. Kiffez bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.